Au dîner de famille de ma femme, elle souriait. Son père portait un toast. Sa sœur consultait son téléphone. Puis ma fille m'a tendu un mot sous la table. Il était écrit « Appelez les urgences ». Elle était pâle. Je n'ai pas paniqué. J'ai agi. 17 minutes plus tard, les parents de ma femme paniquaient. Vous savez, certaines soirées restent gravées à jamais? Comme gravées au fer rouge. Chaque détail est clair comme de l'eau de roche, même des années plus tard. C'était une de ces soirées. Jeudi 12 octobre. Je m'en souviens parce que je comptais les jours jusqu'au week-end, impatient de retrouver un peu de calme après une semaine difficile au bureau. Clara avait bourdonné dans la maison tout l'après-midi, veillant à ce que nous soyons présentables pour le dîner chez ses parents. On pourrait penser qu'après 15 ans de mariage, je serais habitué à ces réunions de famille, mais honnêtement, elle me donnait encore l'impression d'auditionner pour un rôle que je n'aurais jamais vraiment décroché. Ne vous méprenez pas, j'aime ma femme. J'aurais marché au feu pour elle. Mais sa famille, c'était un terrain difficile. Le trajet jusqu'à la campagne a duré environ 45 minutes, serpentant sur ces routes secondaires où le réseau est irrégulier et où les arbres semblent se rapprocher à chaque kilomètre. Mira était assise à l'arrière, écouteurs dans les oreilles, regardant par la fenêtre avec ce regard distant. Des adolescentes parfaites. Elle avait été plus silencieuse que d'habitude ces derniers temps, et je me suis dit que c'était encore le chagrin d'avoir perdu son oncle Alton. Cet homme avait été son héros, lui avait appris à pêcher, lui avait raconté des histoires du bon vieux temps, l'avait traité comme une reine. Sa mort l'avait frappé plus fort que quiconque ne l'aurait cru. En arrivant devant la maison, ce nœud familier s'est formé dans mon estomac. L'endroit semblait tout droit sorti d'un magazine. Une pelouse impeccablement entretenue, des jardinières sous chaque fenêtre, le genre d'aménagement qui crie « On a notre en main ». Peter était déjà à la porte avant même que j'aie coupé le moteur. Ce grand sourire de politicien était plaqué sur son visage. Guy aurait pu se présenter aux élections avec son offensive de charme à chaque fois qu'on se rendait visite. Voilà mon gendre préféré, a-t-il tonné comme si j'étais le seul que Clara ait jamais ramené à la maison. Derrière lui, Myriam est apparue avec ce tablier qu'elle portait toujours pour ses dîners. Celui avec des petits coques dessus qu'elle avait probablement depuis l'administration Clinton. Les accolades étaient habituelles, polies, brèves, du genre qu'on offre à des parents éloignés lors des mariages. Mais quand Mera m'a serré dans ses bras, quelque chose de différent. Ses bras ont serré ma taille plus fort que d'habitude, et elle m'a tenu pendant ce qui m'a semblé une éternité. Je la sentais trembler, légèrement, comme si elle avait froid, malgré la chaleur de la soirée. Lorsqu'elle a finalement lâché prise, elle m'a regardé avec ses yeux. Bon sang, j'aurais dû faire plus attention à ces yeux-là, tout de suite. Le dîner a commencé comme d'habitude. Peter a insisté pour ouvrir le bon vin, une bouteille qu'il avait gardée pour une occasion spéciale qui, apparemment, comprenait toutes les réunions de famille depuis 3 ans. Myriam s'occupait du rôti, s'assurant que l'assiette de chacun soit suffisamment garnie pour nourrir un secondeur. Ivy arriva en retard, comme d'habitude, son téléphone collé à sa main comme s'il avait été chirurgicalement fixé. La conversation s'écoulait à ce rythme prévisible des dîners de famille. Peter tenait la dragée haute avec ses anecdotes sur ses copains de golf et la politique de quartier. Myriam intervenait avec des nouvelles des comités paroissiaux et des drames du club de lecture. Ivy, de temps en temps, grommelait ou levait les yeux au ciel entre 2 lectures. Et Clara, elle, jouait la fille parfaite, posant toutes les bonnes questions, riant au bon moment. J'essayais de me concentrer. Vraiment, j'y parvenais. Mais je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil à Mera, assise en face de moi, picorant sa nourriture. Elle avait toujours été une bonne mangeuse. Qu'il pouvait engloutir un hamburger et des frites comme personne. Mais ce soir-là, elle déplaçait des haricots verts dans son assiette comme si elle réorganisait les meubles. C'est là que ça s'est produit. Nous étions peut-être à mi-chemin du dîner lorsque Peter a levé son verre pour un de ses fameux toasts. À la famille, déclara-t-il d'une voix tonitruante, comme il le faisait lorsqu'il voulait attirer l'attention de tous, et au plaisir simple, à la bonne chair, au bon vin et à la bonne compagnie réunis sous un même toit. Chacun leva consciencieusement son verre. J'allais prendre le mien quand je sentis quelque chose frôler ma jambe. Au début, je crus que Mera avait peut-être laissé tomber sa serviette, mais je sentis sa main, posée sur mes genoux, pressante et déterminée. Le papier semblait petit, peut-être arraché d'un cahier. Je le pris avec précaution, essayant de ne pas attirer l'attention. Le visage de Mira n'avait pas changé.
Elle regardait toujours droit devant elle, son verre levé comme tout le monde. Mais je voyais la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses jointures étaient devenues blanches autour du pied. J'attendis que Peter termine son toast, et que chacun prenne la gorgée obligatoire. Puis, aussi nonchalamment que possible, je dépliai le papier sur mes genoux. 2 mots écrits de l'écriture soignée de Mira, celle qu'elle utilisait pour les devoirs importants. Appelez le 911. Mon sang se glaça. Je levai aussitôt les yeux vers elle, scrutant son visage à la recherche d'un indice, d'une explication. Elle croisa mon regard une seconde, le temps que j'y lise la peur, vive et désespérée. Puis elle détourna le regard, reporta son regard sur son assiette intacte. Mon instinct me criait, ce n'était pas un drame d'adolescente. Ce n'était pas un appel à l'attention. Ma fille intelligente, pondérée, qui n'avait jamais crié au loup, venait de me passer un mot me demandant d'appeler la police. Et elle l'avait fait dans une pièce pleine de sa famille, de gens censés l'aimer et la protéger. Je me forçai à boire une gorgée de vin, à acquiescer quand Myriam commença à parler de la collecte de fonds de l'église. Mais mon esprit s'emballait, essayant de comprendre ce qui se passait. Mira était pâle, presque grise sous les lumières de la salle à manger. Ses épaules étaient raides, comme si elle se préparait à l'impact. « Excusez-moi, dis-je en me levant brusquement. J'ai besoin d'aller aux toilettes. » Clara leva les yeux vers moi avec une légère inquiétude. « Ça va, ma puce ? » ?»« Oui, mais tu sais, ce café, tout à l'heure. » J'espérais esquisser un sourire que j'espérais crédible. « Je reviens tout de suite. » Je traversai la maison en mode pilote automatique, passant devant les photos de famille alignées dans le couloir, devant l'horloge de parquet qui tournait au même endroit depuis que je connaissais ces gens. La salle de bain était au bout du couloir, petite et bien rangée, avec des serviettes qui coûtaient probablement plus cher que mon budget course hebdomadaire. Je verrouillai la porte derrière moi et m'assis sur le bord de la baignoire, les mains tremblantes, tandis que je sortais mon téléphone. Le mot était toujours serré dans mon autre main, ces 2 mots me fixant comme une accusation. Je n'hésitais pas. Je ne me demandais pas si j'exagérais. J'appelais les secours. Avec le recul, je réalise à quel point j'avais été aveugle. Avec quelle perfection ils avaient orchestré toute cette fichue histoire. De l'extérieur, assis autour de cette table en acajou avec sa belle porcelaine et ses serviettes en tissu, nous ressemblions probablement à un tableau de Norman Rockwell. Le rêve américain en action. 3 générations réunies, partageant un repas maison et se créant des souvenirs. Quel tas de mais je m'avance. À l'époque, avant que Mira ne me glisse ce mot, je n'étais qu'un beau-père un peu naïf essayant de bavarder sans se mettre sur la sellette. J'ai perfectionné cet art au fil des ans. Sourier, hocher la tête, poser des questions prudentes sur la météo ou la nouvelle clôture des voisins. Rester discret et tout le monde reste content. La soirée avait commencé exactement comme tous les dîners chez les Peterson. Clara a passé 1 heure à se préparer, changeant 2 fois de tenue parce qu'elle voulait être élégante, mais sans que je fasse trop d'efforts. J'ai enfilé un pantalon kaki et une chemise, l'uniforme des pères de banlieue. Mira avait été inhabituellement silencieuse pendant le trajet, mais bon sang, les adolescents sont silencieux. C'est leur truc. Ils vivent dans leur petit monde, grognent et lèvent les yeux au ciel, n'apparaissant que lorsqu'ils ont besoin d'argent ou d'un moyen de transport. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait dès que nous avons franchi la porte d'entrée. L'étreinte de Mira en sortant de la voiture. Seigneur, comment ai-je pu rater ça? La fille s'accrochait presque à moi comme si elle se noyait, et j'étais le seul gilet de sauvetage en vue. Ses bras entouraient ma taille si fort que j'avais du mal à respirer, et elle s'est accrochée à moi pendant ce qui m'a semblé une éternité. Sur le moment, j'étais submergé par le chagrin. La mort d'oncle Alton l'avait durement touché, plus durement que nous ne l'aurions jamais imaginé. Alton avait été le mouton noir de la famille devenu patriarche adoré. Il avait commencé comme un enfant rebelle qui s'était enfui pour s'engager dans la marine. Il était revenu 20 ans plus tard avec des histoires à vous faire dresser les cheveux sur la tête et un compte en banque à vous faire pleurer. Cet homme avait investi dans des entreprises technologiques à une époque où la plupart des gens pensaient qu'Internet n'était qu'une mode. Il avait fait fortune et ne s'était jamais laissé monter à la tête. Elle conduisait toujours le même pick-up cabossé. Portait toujours des chemises en flanelle trouées aux coudes. Racontait toujours les mêmes blagues horribles qui faisaient rire Mira. Elle l'adorait. À chaque réunion de famille, elle se faufilait à ses côtés, écoutant ses histoires de guerre et de pêche avec cette attention que la plupart des enfants réservent à leur youtubeur préféré.
Lorsqu'il était tombé malade au printemps dernier, elle avait passé des heures à son chevet à lui faire la lecture, à jouer aux cartes, juste à lui tenir compagnie. Sa mort, 2 semaines plus tôt, avait laissé un vide dans nos vies à tous, et surtout dans la sienne. Alors, quand elle semblait renfermée au dîner, quand elle repoussait sa nourriture au lieu de la manger, quand elle fixait le vide avec ce regard infini, je pensais que c'était du chagrin. La pauvre enfant était encore en train de digérer sa perte, essayant encore de comprendre comment exister dans un monde sans les jeux de mots affreux et les câlins chaleureux de l'oncle Alton. J'avais tellement tort. La conversation du dîner nous enveloppait comme une musique de fond. Peter a dominé la majeure partie du repas, comme à son habitude, nous régalant d'anecdotes sur ses parties de golf et de plaintes concernant les dernières décisions du conseil municipal. Il avait son avis sur tout, la circulation, les impôts fonciers, la meilleure marque d'engrais pour pelouse. Myriam jouait l'hôtesse parfaite, veillant à ce que le verre de vin de chacun soit rempli et que les assiettes ne paraissent jamais vides. Elle se levait toutes les 5 minutes pour prendre des petits pains ou rafraîchir la carafe d'eau, s'activant autour de la table tel un colibri caféiné. Ivy apportait son commentaire habituel derrière l'écran de son téléphone. À 28 ans et toujours aussi renfrognée, elle levait parfois les yeux pour faire une remarque sarcastique ou corriger une remarque de son père. Elle travaillait dans une start-up technologique du centre-ville, gagnait bien sa vie et ne laissait jamais personne oublier qu'elle était trop occupée par ses obligations familiales. Et pourtant, elle était là, comme toujours, arrivant en retard avec élégance et passant la moitié du repas à faire défiler Instagram. Clara s'est incarnée sans effort, la belle fille, posant toutes les bonnes questions, riant aux blagues de son père, complimentant la cuisine de sa mère. Elle avait perfectionné ce jeu au fil de plus de 30 ans de dîners de famille. Parfois, je me demandais si elle se rendait compte qu'elle jouait encore la comédie ou si c'était devenu une seconde nature. Et moi, je jouais mon rôle aussi. Le gendre reconnaissant pour le repas maison et l'accueil chaleureux. J'ai complimenté le rôti de bœuf de Myriam, interrogé Peter sur son dernier projet de rénovation, échangé poliment sur le travail et la météo. J'étais l'image même de la respectabilité banlieusarde, assise là, en pantalon kaki repassé et polo, sirotant un vin qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en une journée. Mais Mera, mon Dieu, Mera était différente ce soir-là. Elle était assise en face de moi, piochant dans sa nourriture avec une précision mécanique, coupant sa viande en petits morceaux, puis les réarrangeant dans son assiette. Son étincelle habituelle avait complètement disparu. Pas de roulement des yeux aux mauvaises blagues de son grand-père, pas de discussions animées sur l'école ou les amis. Elle parlait à peine, se contentant de répondre d'un mot à une question directe. Je n'ai pas arrêté de lui jeter des coups d'œil furtifs tout au long du repas, essayant de deviner son humeur. Son visage était pâle, presque grisâtre sous le lustre de la salle à manger. Des cernes sous ses yeux, que le maquillage ne parvenait pas à masquer, laissaient à désirer. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle attrapait son verre d'eau. Je l'avais remarqué, car je l'observais, essayant d'évaluer comment elle gérait l'absence de l'oncle Alton. Cette prise de conscience me frappe maintenant comme un coup de poing dans le ventre. Elle n'était pas en deuil. Elle était terrifiée. Et j'étais assis juste à côté d'elle, assez près pour la toucher. Et je n'avais aucune idée que ma fille était en danger. Lorsqu'elle m'a glissé ce mot dans la main, tout a basculé. Soudain, tous ces petits détails que j'avais pris pour du chagrin ont pris une signification sinistre. La façon dont elle avait tressailli lorsque Myriam lui avait touché l'épaule. La distance prudente qu'elle gardait avec tout le monde sauf moi. Le fait qu'elle n'ait pas touché à son téléphone de toute la soirée, alors qu'en temps normal, il aurait fallu lui arracher ce satané truc des mains froides et mortes. Elle avait peur. Elle était désespérée et comptait sur moi pour la sauver. La salle de bain ressemblait à la fois à un sanctuaire et à une prison. J'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai immédiatement ressenti le poids de ce que j'allais faire. L'espace était petit, décoré dans ce style campagnard raffiné qu'affectionnait Myriam, des fleurs séchées dans des bocaux maçonnes, des serviettes à main ornées de petits coqs brodés, une pancarte en bois sur laquelle était écrit « Lavez vos soucis » en écriture cursive. En d'autres circonstances, j'aurais peut-être levé les yeux au ciel devant cette décoration parfaite digne de Pinterest. À cet instant, tout cela me semblait surréaliste, comme les accessoires d'une pièce de théâtre dans laquelle j'avais été choisi malgré moi. Je me suis assise au bord de la baignoire sur pied, mes jambes me semblaient soudain incapables de supporter mon poids. Le mot était toujours serré dans ma main gauche, le papier mot à force d'être plié et déplié. Appelez le 911. 2 mots qui avaient bouleversé mon monde en l'espace de 30 secondes.
Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon téléphone à 2 reprises avant de réussir à déverrouiller l'écran. L'espace d'une fraction de seconde, j'ai hésité. Et si c'était un malentendu? Et si Mera était en train de faire une crise de nerfs liée à la mort d'oncle Alton? Et si j'étais sur le point de gâcher un dîner de famille pour un simple drame d'adolescent? La partie rationnelle de mon cerveau, celle qui avait été entraînée par des années de réunions d'entreprise à tout réfléchir, à considérer tous les angles avant d'agir, me hurlait de ralentir, de poser d'abord des questions. Mais je me suis souvenu de son regard. Ce bref instant où elle avait croisé mon regard de l'autre côté de la table, et où j'avais vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de ma fille auparavant, de la terreur pure et dure. Ce n'était pas du chagrin. Ce n'était pas de l'angoisse adolescente. C'était une fille terrifiée et suffisamment désespérée pour tout risquer en demandant de l'aide dans une pièce pleine de gens en qui elle ne pouvait apparemment pas avoir confiance. Mon pouce planait sur les numéros. 911, 3 chiffres qui allaient tout changer. Une fois cet appel passé, impossible de revenir en arrière. Plus besoin de faire semblant que tout allait bien. Plus besoin de maintenir la façade polie d'un dîner de famille. Je déclarais officiellement que quelque chose n'allait vraiment pas dans cette maison parfaite avec sa pelouse impeccable et ses coussins soigneusement disposés. J'ai composé les numéros. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois. À travers la porte de la salle de bain, j'entendais les sons étouffés des conversations du dîner. Le rire tonitruant de Peter. Myriam demandant si quelqu'un voulait encore du vin. Clara commentant sa journée de travail. Des sons normaux, des sons rassurants. Le genre de bruit de fond qui rendait presque impossible de croire que j'étais assise dans une salle de bain sur le point de signaler ce qui pourrait être un crime en cours. 911, quelle est votre urgence? La voix du répartiteur était calme, professionnelle. Je devais recevoir des centaines d'appels de ce genre chaque jour. Accident de voiture, urgence médicale, dispute conjugale. Je me demandais combien d'appels elles recevaient de pères assis dans la salle de bain de leurs beaux-parents, serrant contre elles de mystérieux mots de leurs filles adolescentes. Bonjour. Ma voix s'est brisée. Je me suis éclairci la gorge et j'ai réessayé. Ma fille m'a passé un mot. Il disait de vous appeler. Elle avait l'air effrayée. D'accord, monsieur. Pouvez-vous me dire où vous êtes? J'ai débité l'adresse des Peterson d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. À travers les murs, j'ai entendu Ivy dire quelque chose qui a fait rire tout le monde. Le son était discordant, trop normal, trop agréable pour ce qui semblait être l'appel le plus important de ma vie. Et quel âge a votre fille? 16 ans. Elle s'appelle Mera. Est-elle blessée? Voyez-vous des blessures visibles? Non. Je ne pense pas. Mais elle ne se comporte pas comme elle-même. Elle est pâle, effrayée. Elle a à peine mangé au dîner. En le disant, j'ai réalisé à quel point ces mots étaient inadéquats. Comment expliquez-vous ce changement invisible, ce malaise fondamental qui m'avait hanté toute la soirée? Qui d'autre est avec vous dans la maison? J'ai listé tout le monde. Clara, Peter, Myriam, Ivy. C'est la famille de ma femme, ai-je ajouté, comme si cela rendait la situation plus compliquée, plus délicate. Nous sommes ici pour dîner. Monsieur, je veux que vous restiez calme. Avez-vous l'impression que vous ou votre fille êtes en danger immédiat? C'était la question à $1 million, n'est-ce pas? J'ai balayé la salle de bain du regard, observant les coqs joyeux et les pancartes inspirantes, écoutant les sons d'une famille savourant son repas du soir. De l'extérieur, tout semblait parfaitement normal. Mais Mera avait tout risqué pour me faire parvenir ce mot. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement, mais il y a un problème. Elle ne m'aurait pas demandé d'appeler à moins que ce ne soit vraiment grave. Ma fille ne ment pas sur ce genre de choses. La voix du répartiteur reste ferme, rassurante. Nous allons envoyer des policiers vérifier la situation. Ils devraient être sur place d'ici 15 à 20 minutes. En attendant, j'ai besoin que vous vous comportiez aussi normalement que possible. Ne dites à personne que vous nous avez appelés, sauf si vous vous sentez en danger immédiat. Pouvez-vous le faire? Oui. Le mot est sorti plus fort que je ne l'ai ressenti. Y a-t-il un endroit où vous pouvez rester en attendant l'arrivée des policiers? J'ai regardé autour de la petite salle de bain. J'y suis. Je leur ai dit que j'avais besoin d'aller aux toilettes. C'est bien. Restez encore 1 minute ou 2, puis retournez dîner. Essayez de surveiller votre fille, mais ne faites rien qui pourrait aggraver la situation.
Les policiers s'occuperont de tout à leur arrivée. Et si je commençais à poser des questions puis que j'arrêtais? Et si quoi? Et si j'avais tort? Et si j'étais sur le point de ruiner des relations qui avaient mis 15 ans à se construire? Et si je réagissais de manière excessive aux cris d'une adolescente en deuil? Monsieur, êtes-vous toujours là? Oui, je suis là. Les policiers sont en route. Souvenez-vous simplement que vous avez bien fait d'appeler. Si votre fille ressentait le besoin de demander de l'aide, c'est qu'elle en avait besoin. Fiez-vous à votre instinct. Faites confiance à votre instinct. Facile à dire pour elle. Sur le moment, mon instinct était un mélange confus de panique parentale et d'anxiété sociale. Mais sous tout ce vacarme, une voix claire résonnait. Mira avait besoin de moi. Quoi qu'il se passe dans cette maison, ma fille était suffisamment effrayée pour tout risquer en appelant à l'aide. D'accord, ai-je dit. Ils arrivent. Oui, monsieur. Les policiers sont en route. Ils devraient être là dans environ 15 minutes. J'ai raccroché et suis resté assis là un moment, les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone. Dans 15 minutes, tout allait changer. Les policiers frapperaient à la porte des Peterson, poseraient des questions, enquêteraient sur ce qui se tramait. Plus de faux-semblants, plus de conversations polies à table. Je me suis levé, j'ai tiré la chasse d'eau pour plus d'authenticité et j'ai fait couler l'eau du lavabo pour faire bonne mesure. Dans le miroir, j'avais l'air d'un homme qui vient de vieillir de 5 ans et 10 minutes. Mais j'ai arboré ce que j'espérais être un sourire convaincant et je me suis préparé à retourner à table. 15 minutes. Il me fallait juste me retenir un quart d'heure de plus. J'ai déverrouillé la porte de la salle de bain et je suis retourné vers les rires. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde l'entendrait. Retourner à la table du dîner, c'était comme entrer dans une réalité alternative. Le même lustre projetait la même lumière chaleureuse sur la même surface en acajou. Les mêmes visages me regardaient avec les mêmes sourires polis. Peter était en train de raconter une histoire sur le désastre spectaculaire de son copain de golf dans le bac à sable. Myriam tendait déjà la main vers la bouteille de vin, prête à remplir des verres qui n'étaient même pas à moitié vides. Ivy avait posé son téléphone pour une fois et participait à la conversation avec quelque chose qui ressemblait étrangement à un intérêt sincère. Tout semblait identique à 10 minutes auparavant, mais j'avais l'impression de traverser le miroir et de me retrouver dans une version déformée de la vie de famille normale. Le voilà. A tonné Peter tandis que je me laissais glisser dans mon fauteuil. On parlait justement de la nouvelle piscine des Henderson. Tu l'as vu en arrivant? Des choses presque de la taille d'un petit lac. J'ai dit à Myriam qu'on devrait envisager d'en installer un, mais elle s'inquiète pour l'entretien. J'ai hoché la tête et j'ai réagi de manière appropriée, tandis que mon cerveau me hurlait que la police était en route pour cette maison. Dans 12 minutes, non, 11 maintenant, on frapperait à la porte d'entrée. Des gens professionnels et sérieux, avec leurs badges et leurs questions, se tiendraient sur le paillasson des Peterson, demandant à parler à ma fille de la raison pour laquelle elle avait ressenti le besoin de demander à son père d'appeler le 911. Chérie, ça va? La voix de Clara a interrompu mon compte à rebours intérieur. Elle me regardait avec une légère inquiétude. Sa main s'était tirée pour me masser le dos, ce geste automatique que font les femmes quand elles sentent leur mari stressé. Tu es un peu pâle. Je vais bien, ai-je réussi à esquisser ce qui ressemblait au sourire le plus faux de l'histoire de l'humanité. Juste fatigué, je suppose. Longue semaine de travail. Myriam s'est immédiatement redressée, saisissant l'occasion de jouer les hôtesses inquiètes. Oh, ma pauvre. Te font-ils trop travailler? Je n'arrête pas de dire à Clara, elle doit s'assurer que tu prends soin de toi. Les hommes ne le font jamais, tu sais. Ils insistent jusqu'à s'effondrer. L'ironie était presque risible. Ma belle-mère se souciait de mon bien-être, tandis que j'étais assise là, sachant que dans quelques minutes, les policiers l'interrogeraient sur ce qu'elle avait bien pu faire pour que ma fille de 16 ans ait suffisamment peur pour tout risquer pour obtenir de l'aide. J'ai jeté un coup d'œil à Mera. Elle était toujours assise là, telle une statue, son dîner intact refroidissant devant elle. Nos regards se sont croisés l'espace d'une seconde, et j'ai essayé de lui communiquer quelque chose. Du réconfort peut-être, ou simplement la confirmation que je l'avais entendu, que les secours arrivaient. Mais son visage restait soigneusement impassible, ne trahissant rien. Une petite futée. Quoi qu'il se passe ici, elle avait appris à garder ses cartes pour elle. Peter était passé de l'entretien de la piscine à sa dernière obsession, le chêne du voisin qui perdait apparemment ses feuilles sur sa précieuse pelouse.
Ça fait 20 ans que je leur demande de tailler ce truc, disait-il en pointant sa fourche. 20 ans, mais est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien sûr que non. Maintenant, je dois ratisser mon jardin 2 fois par semaine juste pour qu'il soit propre. Je me suis surpris à hocher la tête, à émettre les bons sons au bon moment, tandis que intérieurement, je comptais les jours comme si c'était le réveillon du Nouvel An. 10 minutes, 9h30. Comment le temps pouvait-il passer si lentement? J'avais l'impression d'être assis là depuis des heures à jouer à ce jeu bizarre de simulation, tandis que ma fille, assise en face de moi, pâle et tremblante, attendait les secours. Clara s'est lancée dans une histoire à propos d'un drame au bureau. Une histoire d'un collègue qui avait volé des déjeuners dans le réfrigérateur de la salle de pause. En temps normal, j'aurais écouté à moitié tout en planifiant mentalement mon week-end. Ce soir-là, j'étais suspendu à chaque mot, cherchant désespérément une distraction pour échapper à l'horloge qui avançait sans cesse vers le moment où tout allait changer. Ivy a ri à une phrase de Myriam. Un rire sincère, pas son habituel ricanement sarcastique. Pendant une fraction de seconde, je regardais son visage s'illuminer. Elle ressemblait à la petite fille dont je me souvenais des premières réunions de famille, avant qu'elle ne développe ce côté nerveux, cette constante irritation superficielle envers toutes et tous ceux qui l'entouraient. C'en était presque suffisant pour me faire me demander si je n'avais pas tout raté. Si ce qui se passait ici n'était pas aussi sinistre que mon cerveau paranoïaque le laissait entendre. Puis je regardais de nouveau Mera et tous ses doutes s'évaporèrent. La fillette semblait avoir du mal à se contenir. Ses jointures étaient larges autour de son verre d'eau, et elle regardait sans cesse vers l'avant de la maison comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Un peu de vin, quelqu'un? Myriam était déjà debout, bouteille à la main, jouant les hôtesses parfaites. Elle remplit le verre de Clara, puis le mien, malgré le fait que j'avais à peine touché à ce que j'avais déjà. Ma main tremblait légèrement en la prenant, et je devais me concentrer pour la maintenir fermement. 7 minutes maintenant, peut-être 6. La conversation continuait de couler autour de moi comme une pierre dans un ruisseau. Sport, météo, potins de quartier, nouvelles de la famille, tous ces trucs banals qui animent les dîners de famille partout en Amérique chaque soir. Peter a évoqué une partie de pêche avec ses copains. Myriam s'est plainte de la dernière collecte de fonds du comité paroissial. Ivy a raconté une anecdote sur un premier rendez-vous raté qui a fait rire tout le monde. Tout était tellement normal, sauf Mera, assise là comme une statue de verre, et moi, qui serrais mon verre de vin comme si c'était la seule chose qui me maintenait ancré à la réalité. 5 minutes. J'ai essayé de manger quelque chose, en avalant une bouchée de purée de pommes de terre au goût de carton. Mon estomac était trop noué pour supporter la nourriture, mais il fallait que je maintienne la comédie. Encore quelques minutes à jouer le rôle du gendre reconnaissant, profitant d'un délicieux dîner en famille avec la merveilleuse famille de sa femme. Clara m'a serré le genou sous la table, pensant probablement que j'étais juste fatigué du travail. Si seulement elle savait que dans environ 4 minutes, tout ce que nous pensions savoir sur sa famille allait être bouleversé. 3 minutes. L'horloge du couloir sonne à l'heure, ses tons profonds résonnant dans la maison. D'habitude, ce son était réconfortant, un rappel de tradition et de stabilité. Ce soir, il sonnait de mauvais augure, comme un compte à rebours avant le jour du jugement. 2 minutes plus tard, je me suis retrouvé à prier, non pas une divinité en particulier, mais simplement à lancer des pensées désespérées dans l'univers. S'il vous plaît, laissez-moi faire ce qui est juste. S'il vous plaît, laissez-moi être en sécurité. S'il vous plaît, faites que tout cela prenne bientôt un sens. Et puis, pile à l'heure, le bruit qui changea tout. Un coup ferme et professionnel à la porte d'entrée. Le coup fut sec et décisif, coupant court au récit de Peter sur son copain de golf comme un couteau dans du beurre. La pièce entière se tut. Vous connaissez ce moment dans les films où le disque raye et tout le monde se fige? C'est exactement ce qui s'est passé. La fourchette de Peter s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. La main de Myriam resta immobile sur la bouteille de vin. Même Ivy leva les yeux de son téléphone avec une sorte de surprise sincère. Mais c'est la façon dont Myra se tourna brusquement vers le bruit qui confirma tout ce que j'avais besoin de savoir. Le soulagement envahit son visage l'espace d'une fraction de seconde avant qu'elle ne se rattrape et ne retrouve son expression soigneusement neutre. Elle attendait ce coup autant que moi. Qui peut bien être ça à cette heure-ci, demanda Myriam en jetant un coup d'œil à l'horloge comme si 20h30 était une heure indécente pour les visiteurs. Sa voix avait ce ton légèrement tendu que l'on ressent lorsqu'une visite inattendue débarque pendant le dîner. Peter s'écartait déjà de la table,
une serviette tombant de ses genoux. Probablement le fils des Henderson avec son foutu ballon de foot, encore une fois. Je jure que ce garçon le frappe exprès dans notre jardin, juste pour venir frapper. Mais il y avait quelque chose de bizarre dans son ton, une désinvolture forcée qui ne sonnait pas tout à fait juste. Je vais le chercher, dis-je en me levant avant que quiconque puisse bouger. Les mots sortirent plus fermement que je ne le pensais, ce qui était un petit miracle, vu que mon cœur martelait mes côtes comme s'il essayait de se libérer. Clara leva les yeux vers moi avec une légère curiosité. « Tu es sûre, ma belle ? Ce n'est même pas notre maison. Tout va bien. » Je me dirigeais déjà vers le hall d'entrée, mes jambes me semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Derrière moi, j'entendais la famille échanger ces murmures polis et confus que l'on aimait quand le rythme habituel d'une soirée est perturbé. La porte d'entrée était en chêne massif, avec une vitre décorative qui déformait les formes en des flous abstraits de couleurs. À travers, je distinguais deux silhouettes, l'une plus grande, l'autre plus petite, toutes deux vêtues d'uniformes sombres qui me faisaient bondir. C'était vraiment en train de se passer. Je n'avais pas imaginé ce mot, je n'avais pas réagi de manière excessive à ce drame d'adolescente. Des policiers se tenaient sur le porche de mes beaux-parents parce que ma fille m'avait demandé de les appeler. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte. Deux policiers se tenaient là, professionnels et vigilants. L'agent avait probablement la quarantaine, les cheveux grisonnants, une carrure qui laissait penser qu'il exerçait ce métier depuis un certain temps. Sa partenaire était plus jeune, une femme au regard perçant qui semblait tout percevoir d'un coup. Mon visage, la maison derrière moi, les voitures de luxe garées dans l'allée. « Bonsoir, monsieur. » L'agent du courrier a dit, « Je suis l'agent Martinez. » Voici l'agent Chin. Nous avons reçu un appel de cette adresse. Quelqu'un nous a demandé de vérifier le bien-être d'un mineur. C'était moi. Ces mots me semblaient étranges, comme si j'avouais quelque chose d'illégal. Ma fille, elle m'a passé un mot. Il disait de vous appeler. Elle est là. J'ai fait un geste vers la salle à manger où j'entendais encore le murmure d'une conversation confuse. L'agent Chin s'est légèrement avancé. Et vous êtes David Walsh, le père de Mira. Elle a 16 ans. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé exactement ? A demandé Martinez en sortant un petit bloc-notes. Je me suis senti soudain exposé, debout dans l'embrasure de la porte, la lumière chaude de la maison se déversant derrière moi. Nous sommes ici pour dîner avec la famille de ma femme. Pendant le repas, Mira m'a glissé un morceau de papier sous la table. Il était juste écrit, appelez le 911. Rien d'autre. Où est-elle maintenant ? Toujours à table. Elle n'a rien dit à personne. Elle n'a pas fait d'histoire. Ou a causé une scène. Elle a l'air effrayée. J'ai réalisé à quel point ce mot était inadéquat, comment il ne pouvait pas capturer la profondeur de ce que j'avais vu dans les yeux de ma fille. L'officier Chin scannait la maison, prenant note de l'aménagement paysager parfait, les luminaires coûteux visibles à travers les fenêtres. Qui d'autre est ici ce soir ? Ma femme Clara, ses parents Peter. Et Myriam Peterson, et sa sœur Ivy. Oh, et il y a quelqu'un d'autre. Un homme nommé Charles. Je pense qu'il est une sorte d'avocat ou d'ami de famille. Je n'ai pas vraiment été présenté à lui correctement. Les deux officiers ont échangé un regard que je ne pouvais pas vraiment lire. Martinez a fait une note. Votre fille a-t-elle déjà fait quelque chose comme ça auparavant ? Jamais. Mira n'est pas une reine du drame. Elle ne ment pas sur des trucs sérieux. Si elle ressentait le besoin de me demander de vous appeler les gars, alors quelque chose ne va pas. De l'intérieur de la maison, je pouvais entendre la voix de Peter devenir plus fort, se demandant probablement ce qui prenait si longtemps. Chérie, Clara a appelé. Est-ce que tout va bien ? L'officier Chin s'est rapproché, l'abaissant voix. Nous allons devoir parler avec votre fille en privé. Pouvez-vous la faire sortir ici, ou préférez-vous que nous entrions à l'intérieur ? L'idée d'amener des policiers en uniforme dans cette salle à manger, perturber la façade prudente du dîner en famille aurait dû m'avoir dérangé. Cela aurait dû ressembler à une trahison quelconque, une violation de l'hospitalité et de la fidélité familiale. Au lieu de cela, tout ce que je ressentais était un soulagement. Enfin, quelqu'un avec autorité allait savoir ce qui se passait. Tu devrais entrer, dis-je. Elle pourrait ne pas se sentir à l'aise de parler ici. Martinez hocha la tête. Nous suivrons votre exemple. Essayez de garder les choses aussi calmes que possible jusqu'à ce que nous puissions évaluer la situation.
Je me suis retourné vers la salle à manger, mon estomac quittant un mélange d'anxiété et d'anticipation. Les policiers m'ont suivi, leur pas solide et rassurant sur le plancher de bois franc. La conversation s'est arrêtée morte au moment où nous sommes apparus dans la porte. Le visage de Peter est passé de la confusion à quelque chose qui aurait pu être alarme. Myriam a en fait laissé tomber son verre à vin, en voyant du chardonnay éclaboussant sur la nappe blanche. La bouche d'Yvette est tombée ouverte. Clara avait l'air d'avoir été giflée. Seule Mera ne semblait pas surpris. Elle leva les yeux vers les officiers avec quelque chose qui aurait pu être de la gratitude, ses épaules s'affaissant légèrement, comme si elle les tenait rigides depuis des heures. Les gens, a dit l'officier Martinez, sa voix calme mais faisant autorité. Nous sommes ici sur un chèque de protection sociale. Nous aimerions parler avec Mera Walsh en privé si cela va bien. Peter a d'abord trouvé sa voix. Officier, je suis sûr qu'il y a eu une sorte de malentendu. Ceci est un dîner en famille. Tout va parfaitement bien ici. L'officier Chin se déplaçait déjà vers Mera. Son expression douce mais professionnelle. Mademoiselle Walsh, nous aimerions avoir un mot avec vous. Pourriez-vous sortir avec nous pendant quelques minutes? Mera se leva sans hésitation, pas même en regardant le reste de la famille. Oui, madame. Alors qu'elle passait devant moi vers la porte, elle a attiré mon attention pendant un instant. Dans ce bref coup d'œil, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de ma fille avant. Gratitude mélangée à une sorte d'espoir désespéré. Elle a bouché 2 mots. Merci. Martinez se tourna vers moi alors qu'il se dirigeait vers la porte. Monsieur, nous aurons besoin que vous restiez ici pour le moment. Ne laissez personne quitter les locaux. J'ai hoché la tête, regardant ma fille repartir avec 2 étrangers en uniforme. Et pour la première fois toute la soirée, je me sentais comme peut-être, juste peut-être, j'avais fait la bonne chose. Derrière moi, la famille Peterson était assise dans un silence stupéfait. Leur dîner parfait officiellement. Après le départ de Mera avec l'officier Chin, la salle à manger ressemblait à une exposition de musée. Tout est parfaitement conservé, mais complètement sans vie. Peter était assis gelé sur sa chaise, son visage parcourant des expressions comme s'il ne pouvait pas décider quelle émotion correspondait à la situation. Myriam était devenue pâle alors que son vin renversé, tamponnant inutilement à la tâche avec sa serviette en tissu. Ivy continuait de regarder entre son téléphone et la porte d'entrée comme si elle calculait les itinéraires d'évasion. Clara m'a juste regardé avec un mélange de confusion et ce qui aurait pu être une trahison. David, dit-elle finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Qu'est-ce qui se passe? Avant de pouvoir répondre, nous avons entendu des voix de l'extérieur. Mera parle aux officiers, bien que je ne puisse pas distinguer les mots à travers les fenêtres. Quoi qu'elle leur disait, cela prenait un certain temps. L'officier Martinez s'était positionné près de l'entrée de la salle à manger. Pas tout à fait le blocage, mais indiquant clairement que personne n'allait nulle part jusqu'à ce que cela soit réglé. Je suis sûr que ce n'est qu'un malentendu, a déclaré Peter. Mais sa voix avait perdu cette confiance en plein essor. Il a continué à étayer sa serviette, le pliant et le dépliant comme s'il essayait de résoudre un puzzle. Vous savez comment les adolescents peuvent être. Mira a eu une période difficile depuis que Alton est décédé. Peut-être qu'elle est juste confuse, agissant. Monsieur Peterson. L'officier Martinez s'est interrompu poliment mais fermement. Je vais avoir besoin de tout le monde pour rester assis pendant que mon partenaire parle avec le mineur. C'est là que j'ai remarqué l'homme que j'avais oublié. Charles, l'avocat de la famille qui m'a été présenté brièvement à notre arrivée. Il était assis tranquillement au fond de la table, participant à peine à la conversation pour le dîner. Maintenant, il étudiait ses mains avec le genre de concentration intense que les gens habituellement réservés à la prière ou aux crises de panique. La porte d'entrée s'ouvrit et ferma. L'officier Chin est revenu à l'intérieur, mais Mera n'était pas avec elle. Mon cœur a sauté dans ma gorge. Où est ma fille? Elle est en sécurité, dit immédiatement Chin. Elle est assise dans notre voiture de patrouille avec un autre officier qui vient d'arriver. Elle n'est pas en état d'arrestation ou en problème, mais sur la base de ce qu'elle nous a dit, nous devons effectuer une recherche dans les locaux. Les mots ont frappé la pièce comme une bombe. Myriam a vraiment halté. Contre sa volonté dans ces locaux. Charles leva finalement les yeux de ses mains. Je pense que nous devrions appeler notre avocat. Vous êtes un avocat, Ivy a cassé. N'êtes-vous pas censé gérer cette... L'officier Martinez était déjà à la radio appelant à la sauvegarde.
En quelques minutes, la maison était pleine d'uniformes. Ils ont commencé méthodiquement de l'espace par pièce pendant que nous nous sommes assis là comme des suspects dans notre propre drame familial. Ils ont d'abord frappé la cuisine. J'ai regardé à travers la porte pendant qu'ils ouvraient des armoires. Vérifié les tiroirs, regardé sous les appareils électroménagers. Un officier a appelé son partenaire et ils se sont tous rassemblés autour de quelque chose près du rack d'épices. Je ne pouvais pas voir ce qu'ils avaient trouvé, mais j'ai entendu l'officier Chin dire « Bagot ». Ensuite, la chambre de Charles. Apparemment, ils séjournaient dans la chambre d'amis à l'étage. Ils étaient là-haut pendant près de 20 minutes. Quand ils sont revenus, l'un des officiers portait une mallette et plusieurs dossiers de manille, des documents successoraux. J'ai entendu Martinez en parler de plusieurs exemplaires à chun, certains avec des signatures, certains sans. Tous énumérant le mineur comme principal bénéficiaire. C'est à ce moment que les pièces ont commencé à cliquer en place. La volonté de l'oncle Alton, l'héritage de Mira, le moment de tout. Sa mort, ce dîner en famille, la mystérieuse présence d'un avocat que personne n'avait pris la peine de me présenter correctement. Mais c'est ce qu'ils ont trouvé dans le sous-sol qui a vraiment fait tourner mon sang. La maison Peterson avait un sous-sol fini, la grotte de l'homme de Peter, avec une table de billard, une télévision grand écran et un bar dont il était ridiculement fier. Mais derrière la pièce principale, il y avait un plus petit espace que j'avais toujours supposé était le stockage. Ce n'était pas un stockage. La chambre avait été installée comme une chambre, mais pas le genre dans lequel vous aviez mis un invité. Il y avait un seul lit avec des draps institutionnels, un petit bureau, une chaise en plastique. Le type de meuble que vous trouveriez dans un motel bon marché ou une maison de transition. Mais ce qui a fait tourner mon estomac, c'est le boulon à l'extérieur de la porte. Pas l'intérieur, l'extérieur. Le type de verrouillage conçu pour garder quelqu'un à l'intérieur, pas pour empêcher les intrus. Ils ont trouvé les choses de Mira dispersées dans cette pièce comme des preuves sur une scène de crime. Sa veste préférée, la dénime avec des patchs de tous les concerts où elle était allée. Un cahier que j'ai reconnu à partir de son sac à dos, celui qu'elle a utilisé pour la poésie et les pensées aléatoires. Le collier argenté l'oncle Alton lui avait donné pour son 16e anniversaire, celui qu'elle n'a jamais décollé. Son téléphone et son portefeuille étaient enfermés dans une armoire dans la buanderie juste à côté de la porte du sous-sol. Lorsque l'officier Chin a interrogé Myriam à ce sujet, elle a donné une réponse à les maintenir en sécurité et à m'aider à me concentrer sur la guérison. Guérir de quoi? Le deuil ne nécessite pas de confisquer le téléphone de quelqu'un et de les verrouiller dans une salle du sous-sol. Alors que la recherche se poursuivait, la vérité a commencé à émerger pièce par pièce. Charles n'était pas seulement un ami de la famille. Il était l'avocat qui s'occupait de la succession de l'oncle Alton. Et apparemment, l'héritage de Mira était suffisamment substantiel pour rendre certains membres de la famille très intéressés à avoir un certain contrôle sur ses décisions. Les pilules lâches qu'ils ont trouvées dans la cuisine n'étaient pas seulement des médicaments aléatoires. Selon les étiquettes que les policiers lisaient, c'étaient des médicaments d'anxiété, des aides au sommeil, le genre de choses qui pouvaient rendre un adolescent en deuil conforme et confus. Je me tenais là à regarder la famille de ma femme être exposée comme des criminels. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment je l'avais presque manqué. Comment j'avais presque radié le comportement de Mira comme le chagrin normal des adolescents. À quel point j'avais fini de terminer le dîner, de rentrer chez moi et de laisser ma fille dans cette maison avec ces gens. Clara pleurait maintenant, bien que ce soit par choc ou culpabilité, je ne pouvais pas le dire. Elle n'arrêtait pas de dire « je ne savais pas ». Je jure que je ne savais pas. Mais sa voix semblait couverte, peu convaincante pour elle-même. Peter et Myriam avaient cessé de protester contre leur innocence. Ils s'assit juste là, en ressemblant à ce que leur monde parfait s'effondrait autour d'eux, ce qui, je suppose, c'était le cas. Ivy envoyait un SMS par SMS à quelqu'un, essayant probablement de prendre de l'avance sur tout ce que Storm était sur le point de frapper. Et Charles demandait tranquillement cet avocat après tout. Lorsque l'officier Martinez est revenu à l'étage du sous-sol, son expression était sombre. « Monsieur, il m'a dit, nous allons avoir besoin de vous pour descendre et identifier certains articles. Assurez-vous qu'ils appartiennent à votre fille. » Je l'ai suivi en bas, mes jambes se sentant comme un plomb. La salle du sous-sol était encore pire de près, stérile, solitaire, conçue pour le confinement plutôt que pour le confort. C'est là qu'ils avaient prévu de garder Mira pendant qu'ils la convainquaient de signer son héritage. C'est là que ma fille de 16 ans avait été prisonnier dans la maison de sa propre famille élargie.
J'ai ramassé sa veste et ça sentait toujours son parfum. Le cahier était ouvert à une page où elle avait écrit le 3e jour au sommet, suivi de ce qui ressemblait au début d'une lettre. Si quelque chose m'arrive, je ne pouvais plus lire. J'ai remis le cahier à l'officier Martinez et je suis retourné à l'étage pour trouver ma fille. Quand je suis retourné à l'étage de cette salle de sous-sol de cauchemar, j'ai trouvé Mera assis dans le salon avec l'officier Chin. Elle était enveloppée dans l'une de ces couvertures d'urgence, vous savez, celles argentées brillantes qu'ils donnent aux gens sous le choc. La voir comme ça, si petite et fragile à l'air fragile, m'a presque brisé. C'était mon enfant, ma fille forte, indépendante et sarcastique qui pouvait tenir le coup dans n'importe quel argument et n'a jamais reculé d'un défi. Maintenant, elle ressemblait à une petite fille effrayée qui avait traversé l'enfer. Mais elle parlait. Enfin, après des jours de silence et de peur, elle parlait. L'officier Chin a levé les yeux lorsque je suis entré dans la pièce. Monsieur Walsh, votre fille a été très utile. Elle nous a dit ce qui s'est passé ces derniers jours. Je me suis assis en face de Mera, voulant tendre la main et l'étreindre, mais je ne sais pas si c'est ce dont elle avait besoin en ce moment. Elle me regarda avec ses yeux. Christ, ses yeux qui essayaient de me dire quelque chose depuis des jours, et j'étais trop aveugle pour le voir. Papa, dit-elle, et sa voix était accouchée, comme si elle pleurait ou peut-être ne l'avait pas beaucoup utilisé ces derniers temps. Je suis désolé de ne pas pouvoir te le dire plus tôt. J'avais peur qu'il le fasse. Elle s'arrêta, avala durement, essaya à nouveau. Je ne savais pas si tu me croirais. Dites-moi quoi, chérie. Mais même comme je lui ai demandé, une partie de moi savait déjà. Les pièces se sont mises en place. Depuis que les policiers ont trouvé cette pièce en bas. Elle a pris un souffle tremblant. Cela a commencé juste après les funérailles. Les funérailles de l'oncle Alton. Rappelez-vous comment grand-mère Myriam a dit que je devrais rester ici pendant quelques jours pour être dans la famille pour aider le chagrin? Sa voix est devenue amère sur ce dernier mot. Toi et maman pensaient que c'était une bonne idée. Je ne voulais pas, mais tout le monde n'arrêtait pas de dire que ce serait bien pour moi. Je me suis souvenu de cette conversation, Clara et moi discutons de la relevée de Mera depuis la mort d'Alton, comment peut-être un certain temps avec sa famille élargie l'aiderait à traiter la perte. Nous l'avions pratiquement poussé à venir ici. La première nuit était correcte, a poursuivi Mera, sa voix se renforce en continuant. Normal, vous savez, nous avons dîné, regardé la télévision, parlé de l'oncle Alton, mais le lendemain matin, Charles s'est présenté. L'officier Chin a fait une note. Charles Brennan, l'avocat. Ouais. Grand-père Peter l'a présenté comme l'avocat de l'oncle Alton, a déclaré qu'il devait passer en revue certaines choses sur la volonté. Les mains de Mira tremblaient légèrement. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont parlé de l'héritage. L'oncle Alton vous a tout laissé. J'ai dit, ce n'était pas une question. J'avais pensé à ce que les officiers avaient trouvé à l'étage. Elle hocha la tête. Tout, la maison, les investissements, tout cela. Ils ont dit que cela valait la peine. Elle s'arrêta, regarda l'officier Chin comme si elle demandait la permission de continuer. Allez-y, Chin a encouragé. Votre père a besoin de savoir. 2,7 millions de dollars. Le nombre pendait dans l'air comme une présence physique. L'oncle Alton a apparemment fait de très bons investissements au fil des ans. Les actions technologiques, l'immobilier, des trucs comme ça. Et il m'a tout laissé. Mon cerveau a eu du mal à traiter cette figure. L'oncle Alton avait toujours vécu modestement. L'ancienne camionnette, les chemises en flanelle, la même petite maison qu'il possédait pendant 30 ans. J'avais su qu'il était à l'aise, mais près de 3 millions de dollars. C'était de l'argent qui a changé la vie, une richesse générationnelle. Donc, Charles commence à expliquer tous ces trucs juridiques, Mera a continué à faire des fiducies et à la gestion et à la façon dont je suis trop jeune pour gérer ce genre de responsabilité. Il a dit qu'il devait mettre en place une sorte de comment l'appelait-il? Elle a de nouveau regardé l'officier Chin. Une tutelle, le menton fourni. La tutelle légale temporaire qui donnerait à vos grands-parents le contrôle de l'héritage jusqu'à ce que vous ayez 25 ans, non? Et ils ont rendu les choses si raisonnables, vous savez, comme s'ils cherchaient de moi, en veillant à ce que je ne souffle pas d'argent sur des trucs stupides d'adolescents. La voix de Mira devenait plus difficile maintenant, la colère se glissant aux côtés de la peur. Mais ensuite, ils voulaient que je signe des papiers comme immédiatement. Et quand j'ai dit que je voulais vous parler et maman d'abord, ils sont devenus bizarres à ce sujet.
Bizarre comment grand-mère Myriam a commencé à parler de la façon dont le chagrin fait que les gens prennent de mauvaises décisions. Comment je ne pensais pas clairement. Grand-père Peter a déclaré que l'oncle Alton leur avait spécifiquement demandé de gérer les choses pour m'assurer que j'étais protégé des personnes qui pourraient essayer de profiter de moi. Elle a ri, mais il n'y avait pas d'humour. Ils ont donné l'impression que toi et maman étiez la menace. L'officier Chin se pencha en avant. Quand ont-ils pris votre téléphone? Cette nuit-là, grand-mère a dit que cela m'aiderait à me déconnecter des pressions extérieures pendant que j'étais en deuil. Elle a dit que je devais me concentrer sur la guérison, pas sur les médias sociaux et les SMS. La voix de Mira s'est légèrement craquée, mais je savais que quelque chose n'allait pas. La façon dont ils se regardaient tous, ayant ces conversations silencieuses qui se sont arrêtées lorsque je suis entré dans la pièce. Et les médicaments? J'ai demandé, même si je n'étais pas sûr de vouloir entendre la réponse. Le visage de Mira est de nouveau pâle. Ils ont dit que le médecin les avait prescrits pour des conseils de deuil. Des trucs anti-anxiété, Sleephead, ont déclaré que cela m'aiderait à traiter la mort d'oncle Alton de manière saine. Elle enroula la couverture d'urgence plus serrée autour d'elle, mais ils m'ont fait me sentir flou, vous savez, comme si je pensais à travers le coton, et ils ont continué à augmenter les doses. La photo complète devenait claire maintenant, et cela m'a rendu malade. Ils l'avaient isolée, droguée et décomposé systématiquement sa résistance afin qu'elle signerait son héritage. Et ils avaient presque réussi. La salle du sous-sol, dis-je. L'officier Chin a hoché la tête avec sonnerie. Parlez-en à votre père, Mera. Hier matin, je leur ai dit que je voulais rentrer chez moi. J'ai dit que je me sentais mieux et que vous m'avez manqué les gars. Sa voix est devenue plus petite. Charles a dit que cela prouvait que je n'étais pas encore prêt à prendre des décisions importantes, que j'étais encore trop émotionnel, trop influencé par les forces extérieures. Ils ont dit que j'avais besoin de plus de temps pour guérir dans un environnement contrôlé. Ils vous ont enfermé dans cette pièce. Non verrouillé exactement. Ils ont dit que le boulon était juste pour m'assurer que je pouvais me reposer sans être dérangé. Mais oui, je ne pouvais pas sortir. Ils ont apporté des repas, m'ont vérifié toutes les quelques heures, ne cessaient de me dire que c'était pour mon bien. Les larmes commençaient maintenant, silencieuses qu'elle a essuyées avec le dos de sa main. Ils ont dit une fois que j'ai signé les papiers, une fois que tout a été réglé, alors je pouvais retourner à ma vie normale. Je voulais les tuer. Tous. Chaque personne qui avait participé à la terrorisation de ma fille, pour lui faire douter sa propre santé mentale, pour l'isoler des gens qu'il aimait vraiment. Comment m'as-tu obtenu la note? J'ai demandé. Le dîner ce soir était censé être la grande finale. Ils m'ont dit que vous et maman veniez, et Charles allait tout vous expliquer, donner l'impression que j'avais une sorte de panne, comme j'avais besoin d'une aide professionnelle. Elle me regarda avec ses yeux qui semblaient trop. Mais quand tu es arrivé ici, quand tu m'as étreint, je savais que j'avais une chance. J'ai donc écrit la note lors du dîner de préparation et j'ai attendu mon moment. L'officier Chin se leva. Mera, tu as fait exactement la bonne chose. Ce qu'il vous faisait, l'isolement, le médicament, la coercition, c'est illégal. Vous êtes très courageux de demander de l'aide. Mera m'a regardé. Êtes-vous fou de ne pas vous avoir dit plus tôt? J'ai déménagé pour m'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Et cette fois, je l'ai serrée dans ses bras. Elle a fondu en moi comme elle le faisait quand elle était petite et avait fait des cauchemars. Je ne suis pas en colère contre toi, dis-je dans ses cheveux. Je suis fier de toi et je suis désolé de ne pas avoir vu ce qui se passait plus tôt. De la salle à manger, je pouvais entendre des voix élevées, probablement Peter et Myriam saisissant enfin que leur plan parfait était allé en enfer. Mais je m'en fichais plus d'eux. Tout ce qui comptait, c'était la fille dans mes bras qui avait été assez courageuse pour riposter quand cela comptait. Le processus d'arrestation a été comme regarder une très mauvaise émission de télé-réalité, sauf que c'était ma famille implosant en temps réel. Peter est allé en premier, pas physiquement, mais il était le plus fort à ce sujet. Dès que l'officier Martinez a commencé à lire écrit, Peter a explosé comme un pétard. C'est absolument ridicule, hurla-t-il, son visage tournant cette teinte de rouge dangereuse qui a généralement précédé l'une de ses diatribes épiques sur les taxes foncières ou les quais de quartier. Nous aidons cette fille. Elle était en deuil, prenant des décisions irrationnelles. Nous protégions son héritage. Le protéger plus comme le voler, mais tout ce qui l'a aidé à dormir la nuit. Myriam a adopté une approche différente. La routine de grand-mère blessée.
J'ai commencé à pleurer ses larmes théâtrales, tamponnant ses yeux avec la même serviette qu'elle avait utilisée pour nettoyer le vin renversé. Officier, s'il vous plaît. Il y a eu un terrible malentendu. Nous aimons Mera comme notre propre petite fille. Tout ce que nous avons fait était hors de préoccupation pour son bien-être. Les larmes de crocodile auraient pu travailler sur quelqu'un qui n'avait pas seulement vu cette salle du sous-sol avec le boulon à l'extérieur. Ivy a essayé de jouer la carte de passante innocente. Écoutez, je vis à peine ici plus ici, a-t-elle dit, faisant signe de son téléphone comme des preuves. Je viens de dîner. Je ne sais rien de la tutelle ou quoi que ce soit que Charles planifiait. Mais l'officier Chin avait déjà trouvé des SMS sur le téléphone d'Yvette, des conversations avec ses parents sur la gestion des attentes de Mira et la garder concentrée sur la famille. Il s'avère que la petite sœur n'était pas aussi innocente qu'elle le prétendait. Charles était intelligent. Dès que les poignets sont sortis, il s'est rapproché d'un coffre-fort et a commencé à demander à son avocat. Guy savait qu'il était foutu. Fraude, coercition, probablement une douzaine d'autres accusations que je ne pouvais même pas prononcer. Sa licence de droit était du toast et il le savait. Les officiers de secours étaient arrivés pendant que nous étions dans le salon avec Mera, donc il y avait beaucoup de mains pour gérer les arrestations. Peter a continué à crier ses droits et a demandé à appeler son avocat comme celui-ci était une sorte de situation de ticket de stationnement. Myriam a changé entre pleurer et essayer de culpabilité trébucher les policiers pour détruire une famille. Ivy avait l'air énervé, comme s'arrêter était en quelque sorte dérangeant ses plans de soirée. Ils les ont chargés dans des voitures de patrouille séparées. Procédure standard pour les empêcher de coordonner les histoires. À travers la fenêtre du salon, j'ai regardé Peter gesticuler sauvagement à l'arrière d'un croiseur. J'essaie probablement toujours de convaincre quelqu'un qu'il était la vraie victime ici. Les ambulanciers paramédicaux se sont également présentés, voulant vérifier Mera après avoir entendu parler de la situation des médicaments. Elle s'est soumise à leurs coups de fouet et à leur pousser avec la patience de quelqu'un qui avait traversé des choses pires récemment. Pression artérielle, élève, interroger les étourdissements ou les nausées, en s'assurant que tout cocktail qui lui nourrissait n'allait pas causer de dégâts durables. Clara s'est finalement présentée de partout où elle se cachait lors des arrestations. Son visage était estéreux avec du mascara, et elle avait l'air de dire que quelqu'un lui avait dit que le monde se terminait, ce qui, en quelque sorte, était au moins le monde où ses parents étaient des gens respectables au lieu de criminels. David, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Je jure à Dieu, je ne savais pas. Je pensais qu'ils essayaient juste de l'aider à faire face à la mort de l'oncle Alton. Je voulais la croire. Une partie de moi l'avait croyée. Clara n'était pas le type de schéma. Elle était plus le type pour s'entendre, mais elle avait également poussé Mera à rester ici, en parlant de la qualité de ce que ce serait pour elle de passer du temps en famille. Nous allons le découvrir plus tard, lui dis-je. Parce que honnêtement, je n'avais pas la bande passante émotionnelle pour faire face à la complicité potentielle de ma femme en ce moment. Ma priorité a été de faire en sorte que Mera soit en sécurité et de commencer le processus de défaire les dommages juridiques que ces personnes avaient tenté d'infliger. L'officier Chin s'est approché de nous alors que la dernière voiture de patrouille s'éloignait. Monsieur Walsh, nous allons avoir besoin de déclarations officielles de vous et de Mera, mais cela peut attendre demain. En ce moment, je recommanderais de la faire vérifier par votre médecin de famille. Peut-être parler à quelqu'un des conseils en traumatologie. J'ai hoché la tête, tenant toujours Mera comme si elle pourrait disparaître si je lâche prise. Que se passe-t-il maintenant avec l'affaire? Je veux dire, ils seront traités ce soir. Faites probablement une caution le matin. Mais avec les preuves que nous avons trouvées, la salle, les médicaments, les documents forgés, le DA va avoir une journée sur le terrain avec celui-ci. Alors que nous sortions de cette maison pour ce que j'espérais être la dernière fois, j'ai senti que Mera me serrait la main. Papa, pouvons-nous rentrer à la maison maintenant? Oui, ma chérie. Nous rentrons chez nous. Ils ont rendu la caution plus vite que ce à quoi je m'attendais. 48 heures après avoir été arrêtés, ils étaient de retour dans les rues et ont apparemment convaincu qu'ils pouvaient récupérer ce cluster par une bonne manipulation à l'ancienne. J'avais fait l'erreur de quitter la ville pour une conférence de travail, quelque chose que j'avais réservé il y a des mois, et je ne pouvais pas annuler sans conséquences graves. Clara était censée rester avec Mera, mais elle avait été appelée dans son bureau pour une réunion d'urgence. Donc, pendant exactement 3 heures mardi après-midi, Mera était seule chez nous. C'est alors qu'ils ont frappé. Fille intelligente qu'elle est.
Mera a commencé à enregistrer le moment où elle a vu la voiture de Myriam se lancer dans notre allée. Au moment où j'ai reçu son texte effréné et je l'ai rappelé, elle avait tout sur son téléphone. La voix de Myriam est venue en cristal. Chérie, tu sais que nous t'aimons. Vous avez toujours été un enfant tellement sensible, et nous comprenons que tout cela a été très écrasant. La contribution de Peter était tout aussi dégoûtante. Votre grand-mère n'a pas dormi depuis des semaines pour vous inquiéter pour vous. Nous n'avons jamais voulu que les choses deviennent aussi incontrôlables, mais c'est Ivy qui m'a vraiment énervé. Écoutez, Mera, ce n'était jamais de te faire du mal. C'était une question d'équité. Cet argent pourrait aider toute la famille, pas seulement vous. Équité. Comme s'ils avaient un droit divin à l'argent de l'oncle Alton parce qu'ils étaient liés à lui. L'enregistrement était de 23 minutes d'entre eux en essayant chaque tactique de manipulation du livre. Des voyages de culpabilité sur la loyauté de la famille, sob-histoire sur leurs difficultés financières, des menaces voilées sur ce qui se passerait s'ils allaient en prison à cause de ces mensonges. Mera l'a manipulé comme un champion, disant à peine un mot pendant qu'ils se penchaient avec leurs propres cordes. J'ai appelé la police depuis ma chambre d'hôtel et déposé un rapport de harcèlement et d'intimidation d'un témoin. Puis j'ai appelé notre avocat. Ouais, nous en avions un maintenant. Et lui a envoyé l'enregistrement. Au moment où je suis rentré à la maison ce soir-là, j'avais déjà pris des dispositions pour que nous emménageons dans une location à court terme à travers la ville, meublée avec un système de sécurité. Des voisins fouettent qui se sont en fait fous. Ce qui s'est passé dans leur rue est suffisamment de sablin pour empêcher une équipe SWAT. L'ordonnance d'interdiction a été approuvée dans une semaine. Peter, Myriam, Ivy et Charles étaient légalement tenus de rester à au moins 500 pieds de Mera, de notre maison et de son école. Clara, et je parlais à peine à ce moment-là. Elle a continué à insister sur le fait qu'elle n'avait aucune idée de ce que sa famille prévoyait, mais elle avait également été terriblement silencieuse pendant ces conversations sur Mera ayant besoin d'un soutien familial après la mort de l'oncle Alton. La confiance, une fois brisée, est un enfer d'une chose à reconstruire. Le procès a été prévu début décembre. Notre avocat était confiant entre les preuves physiques, le témoignage de Mera et cet enregistrement, l'accusation avait une affaire de slam dunk. Mais plus important encore, Mera recommençait à sourire. De vrais sourires, pas les faux qu'elle portait depuis des semaines. Elle dormait toute la nuit, mangeait de vrais repas, faisait des blagues au dîner. Ma fille revenait à la vie, et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'avais l'impression que nous pourrions être bien. L'accusation ne s'est même pas transpirée. Lorsque vous avez une prison de sous-sol, des documents juridiques de médecins et un enregistrement des accusés essayant d'intimider leurs victimes, l'affaire se dispute à peu près. Ivy s'est d'abord craqué lors des interviews. Les doigts pointés sur Myriam plus rapidement que vous ne pourriez dire des négociations sur le plaidoyer. Myriam a blâmé Charles pour l'ensemble du programme. Peter a affirmé qu'il ne faisait que suivre l'exemple de sa femme, jouant la carte de vieil homme confuse. Charles a essayé de maintenir son innocence jusqu'à ce qu'il joue à l'enregistrement de lui entraîner Peter sur quoi dire à Mera. Les phrases sont tombées comme des marteaux. Peter a obtenu 6 ans pour le complot et la maltraitance des personnes âgées. Myriam a tiré 4 ans pour les mêmes accusations. Ivy a réussi 18 mois grâce à sa coopération. Charles en a le pire. 8 ans plus la radiation de fraude, de coercition et environ 6 autres crimes que je ne peux pas prononcer. 3 mois plus tard, la succession a finalement autorisé l'homologation. Mera a tout hérité. La maison de l'oncle Alton, ses investissements, assez d'argent pour payer pour l'université, puis certains. Plus important encore, elle pourrait enfin respirer à nouveau. La fille qui avait été pâle et tremblante à cette table de dîner riait à nouveau, faisait des plans pour son avenir, parlant peut-être d'étudier un droit elle-même un jour. Ainsi, je peux aider d'autres personnes qui se font foutrement par leur famille, a-t-elle déclaré. Clara et moi travaillons finalement les choses. La thérapie a aidé. La confiance prend du temps pour reconstruire, mais nous y arrivons. Parfois, je me réveille toujours dans des sueurs froides en pensant à ce qui se serait passé si Mera n'avait pas été assez courageuse pour me passer cette note. Si je l'avais ignorée, je l'ai rejetée comme un drame adolescent. Mais elle l'a dépassé. J'ai écouté. Je l'ai cru quand cela importait le plus. C'est ce qui l'a sauvée. C'est ce qui nous a sauvés tous les deux. Parfois, la chose la plus importante qu'un parent puisse faire est simplement de croire leur enfant lorsqu'il demande de l'aide.